Oui, merci, monsieur Le Déo. Je remercie l'OPEX d'organiser, comme d'habitude, un débat pertinent et aussi apaisé que possible. Pour clarifier mon intervention, je précise que je n'interviens bien sûr pas en tant qu'expert sur l'étude elle-même, qui est hors de mon champ de spécialité. Le débat de spécialistes a été abordé dans la précédente table ronde. Sur les aspects mathématiques, le professeur De Vels, ici présent, le professeur Lavielle, ici présent aussi, le professeur Lavielle qui a travaillé sur la vie du HCB, sont bien plus aguerris que moi et d'ailleurs d'opinions contradictoires. Mon intervention sera donc celle d'un scientifique extérieur au débat, très intéressé par la question de la communication de la science, une communication que j'ai eu l'occasion de pratiquer depuis des années à l'écrit et à l'oral, par des interventions aux conférences débats publics devant un total de plusieurs dizaines de milliers de jeunes citoyens. Dans les questions des audiences, on trouve souvent les problèmes d'éthique scientifique, dont certains qui sont au cœur du débat d'aujourd'hui, et puis les rapports entre science et citoyens. Monsieur Serralini l'a bien dit, quand on intervient dans un débat sur des questions vitales pour la société, il faut déclarer ses conflits d'intérêts, ou voir les convictions personnelles et politiques quand elles peuvent influencer consciemment ou inconsciemment sur le jugement. Un exemple que j'évoque souvent pour les jeunes, c'est le cas historique de la controverse entre Lord Kelvin et Charles Darwin sur l'âge de la Terre. Kelvin avait beau être le meilleur physicien de son époque, il a été induit en erreur, en partie, par ses convictions personnelles religieuses qui l'empêchaient d'accepter la théorie de l'évolution de Darwin. Donc, en ce qui me concerne, je vais faire exactement comme ça a été proposé. Je vais déclarer mes propres convictions dès le départ, personnelles, relatives à l'emploi des OGM. Je pense, personnellement, en tant que citoyen, qu'il y a un laxisme inacceptable des gouvernements des pays développés concernant l'usage des OGM. Je ne suis pas choqué sur le principe du développement de nouvelles espèces vivantes. C'est pratiqué depuis des millénaires par des techniques autres que la bioingénierie. En revanche, je trouve monstrueuse l'idée du brevet sur les espèces vivantes. Je trouve aberrant du point de vue environnemental le principe même des espèces génétiquement modifiées pour être résistantes aux pesticides. Et je pense que le modèle économique et social induit à travers le monde par les plantes génétiquement modifiées est souvent inacceptable pour les agriculteurs, sous mes convictions personnelles et politiques. Avec une telle prédisposition, je ne cacherai pas que j'étais plutôt agréablement surpris quand j'ai entendu parler des résultats de l'équipe Serralini. Et je me suis senti d'autant plus déçu, pour ne pas dire trahi, quand j'ai pris conscience, après lecture et discussion avec des experts, à quel point cette annonce occasionnait ce qui me semblait être, je le dis sans animosité, des brèches graves de déontologie scientifique, avec trois conséquences inacceptables: un effilochage du lien de confiance entre les scientifiques et la société, fragilisation du lien de confiance entre scientifiques eux-mêmes, et accessoirement le risque par effet boomerang de desservir la cause pour laquelle les auteurs de l'étude luttent. Pour être juste, je dois avouer que dans le reste de la communauté scientifique plutôt opposée à l'étude, nous avons assisté à certains comportements irréprochables et aussi à certains comportements qui, vus de l'extérieur, sont absolument incompréhensibles de la part de scientifiques. Michel Alberganti en a déjà parlé, on est sorti de la science sur une bonne partie du débat. Je vais prendre quelques minutes pour développer ces points et d'abord insister sur une question parmi les plus importantes et les plus subtiles qu'un scientifique doit expliquer aux citoyens, bien sûr, c'est le rôle du doute et de la confiance. Le doute ne veut pas forcément dire l'incompétence, comme on sait bien. Au contraire, c'est une qualité fondamentale du scientifique et du citoyen. Par le passé, on a vu de grandes catastrophes causées par l'application aveugle d'outils technologiques ou scientifiques puissants, et dans tous les domaines. Et puis, la science avance par débat et confrontation d'idées. M. De Vels l'a rappelé aussi. On ne peut jamais, au sens strict, être sûr d'une attitude. Et puis, les controverses, surprises, coups de théâtre, rupture de consensus font précisément toute la grandeur de l'histoire des sciences, avec des exemples célèbres. Vous avez parlé de Wegener et la dérive des continents. On pourrait citer Semmelweis et l'hygiène qui se bat contre l'incrédulité de ses collègues. On peut parler de Planck qui ne croyait pas lui-même à l'hypothèse des quanta qu'il a introduite. On peut multiplier les exemples et c'est extrêmement intéressant. À l'inverse, il arrive régulièrement que des scientifiques couronnés, parfois les meilleurs de leur temps et de leur spécialité, défendent des arguments qui s'avèrent radicalement faux. On pense à Lord Kelvin, que je citais tout à l'heure, on pense à Marcelin Berthelot, qui s'obstinait à nier l'existence des atomes. Mais quand tout va bien, finalement un consensus finit par émerger. La science avance là où les humains ont erré. À quel moment on passe du doute à la conviction et pourquoi? C'est dur à quantifier. C'est pas le fait d'un individu, si expert soit-il, c'est pas forcément l'opinion dominante ou majoritaire qui compte. À un moment, il y a un consensus qui se dégage, il y a suffisamment d'éléments différents qui viennent corroborer une théorie, avec une très très forte majorité, et puis un jour il faut se sentir quand vient le moment de prendre position. Je cite Henri Poincaré, douter de tout ou tout croire sont deux attitudes également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Donc il faut quand même aller un jour vers le consensus et pas se limiter à la controverse. Pour aller vers le consensus, nous avons deux outils. Le premier, c'est le partage sincère des informations. Le deuxième, c'est le débat argumenté, dans lequel on répond point par point aux objections de l'autre camp. Dans le cas présent, nous n'avons vu ni l'un ni l'autre. Données brutes déposées chez l'huissier, désolé, c'est la première fois que j'entends parler de choses comme ça.
On me dit qu'il y a de mauvaises pratiques de l'autre côté. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser les mauvaises pratiques des adversaires pour justifier ses propres mauvaises pratiques. Je pense que c'est au pouvoir public d'intervenir dans ce cas-là pour garantir qu'il y ait transparence. Et j'ai même trouvé d'une ironie mordante que le HCB soit amené à rappeler au professeur Seralini la charte éthique proposée par Elsevier. Elsevier est un éditeur qui est considéré dans certains cercles comme un modèle d'immoralité. Pour beaucoup de mes collègues, se dire qu'un scientifique ne souhaite pas respecter la charte proposée par Elsevier semblera extravagant. Et puis le débat argumenté, bien sûr qu'il est nécessaire. On sait bien que la publication d'un article en revue à comité de lecture n'est pas une garantie d'exactitude. Il y a eu tant d'exemples. Mais c'est important, ça garantit cette publication un certain standard, la validation par quelques pairs qui permet de lancer la discussion et l'examen critique. Comme certains l'ont bien noté, dans le même volume de la revue FCT, qui est donc désormais tout le monde connaît l'existence, je pense, il y avait une autre étude acceptée avec les mêmes standards qui concluait à des effets contraires. Évidemment, ça permet de lancer un débat. Alors, pour ce qui est du débat, le HCB a été officiellement saisi par le gouvernement, a examiné l'étude Seralini et émis un certain nombre de critiques. Vous avez entendu, au niveau statistique, par exemple, il y a 3 points qui ont été mis en avant. Manque de puissance du test dû au trop faible effectif des échantillons, qui met l'étude à la merci d'une déviation statistique sur l'échantillon de témoins. L'argument, c'est intéressant et suffisamment simple pour être expliqué au grand public, et cela a été fait. Je caricature en présentant les choses pour dire que si vous avez 2 échantillons témoins de seulement 10 rats, il suffit que par accident, quelques-uns de ces rats vivent en bonne santé plus longtemps que prévu, et toute l'étude risque d'être faussée. Il y avait une deuxième contestation sur le calcul des espérances de vie, une autre sur la multiplication a priori des tests qui augmentait les chances de considérer comme significative une variation qui sera due à une fluctuation sur l'ensemble des résultats. Est-ce que ces 3 objections du HCB sont valables ou pas? Je parle ici seulement d'objections statistiques. Ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de le dire. Je vais juste rappeler qu'elles ont été présentées publiquement et posément dans un document public par le HCB. Et d'ailleurs, sur les espaces de discussion électronique publique entre mathématiciens, on a vu que la publication de ces éléments a convaincu nombre de mathématiciens qui étaient a priori très critiques sur l'avis du HCB. Un exemple où le débat argumenté permet d'avancer. S'il y a une réponse, il est important de la publier et de continuer le débat argumenté. Tout à l'heure, le professeur Devels a entamé une réponse. Je l'encourage vivement à continuer cette discussion publiquement en répondant argument par argument. Il est vrai qu'il y a parfois controverse, mais il faut répondre à tous les arguments un par un. On a avancé que l'étude Seralini permettait de mettre en évidence la non-significativité des études précédentes, dont l'HCB a bien dit qu'il y avait effectivement un manque de puissance choquant aussi. Si le professeur Seralini a voulu discréditer le domaine de publication en pointant des dérives ou en laisser aller dans les habitudes, il aurait fallu, je pense, être beaucoup plus clair sur l'annonce. Dans un autre contexte moins tendu, on se souvient de l'affaire Bricmont-Socal, où les auteurs, pour décrédibiliser une certaine littérature philosophique, a publié dans une revue prestigieuse un article déraisonnable présenté tout de suite à la presse comme un canular. Ici, dans le cas actuel, l'étude a été présentée tout de suite comme très solide, y compris aux médias. C'est là certainement qu'est le problème principal. Jusqu'ici, j'ai parlé de débat entre scientifiques, mais l'implication forte des médias a déstabilisé le débat. Je suis d'autant plus consterné de cette dérive à titre personnel qu'il s'agissait d'un débat très intéressant pour le public. Il illustre la pluridisciplinarité de l'expertise et le rôle des sciences mathématiques en relation avec d'autres sciences, dans des débats cruciaux pour notre société. Aujourd'hui, nous parlons d'OGM. Dans d'autres jours, ça pourrait être la finance mondiale, ça pourrait être la politique démographique, le réchauffement climatique, toutes sortes de sujets où c'est la combinaison de différentes sciences qui permet de se forger une opinion éventuellement et où des modèles mathématiques jouent un rôle important en interaction avec d'autres sciences. Même sur un sujet très actuel comme l'adoption par les couples homosexuels, une partie du débat se fait à tort ou à raison par discussion sur des statistiques dont la significativité éventuelle est aussi une question mathématique. Et sur toutes ces questions, il est important d'établir une expertise conjointe de spécialistes de différents bords. C'est un dialogue entre sciences qui est fascinant et important pour toute la société. Ça aurait pu être un message important, mais le message a été absent de la communication grand public. Ce que nous avons vu finalement, ce que tout le monde a vu, sont les gros titres des journaux. Avec un message en une, les OGM sont des poisons. Et à la décharge de l'équipe Seralini, ce n'est pas la première fois qu'on voyait de telles choses. Il y a 3 ans, dans l'autre camp, c'était la première page d'un grand quotidien, une annonce tout aussi péremptoire, le maïs OGM est sans danger pour l'homme, avec une base qui, vue de l'extérieur, si j'en crois des amis statisticiens, n'est guère plus solide. Il est bon d'impliquer le public dans les grandes aventures actuelles de la science, c'est important de le tenir au courant, de l'informer, mais quand il s'agit d'affaires controversées, médiatiques et sans consensus, ça demande un grand doigté, sinon les risques de dérapage incontrôlés sont très grands. Je vais vous rappeler une controverse dans un cadre pourtant beaucoup plus serein, a priori, qui a eu lieu il y a exactement 1 an. C'était dans les premières pages des journaux grand public, les neutrinos ultra rapides du CERN, censés se déplacer plus vite que la lumière.
Dans leur communiqué, le responsable indiquait « Ces mesures semblent indiquer que les neutrinos voyagent plus vite que la lumière ». On est loin du « clearly demonstrate » qu'on trouve dans les conclusions de l'article présenté par l'équipe Seralini. Et puis dans son communiqué, l'équipe du CERN ajoutait à juste titre « Lorsqu'une collaboration fait une observation aussi inattendue sans pouvoir l'interpréter, l'éthique de la science demande que les résultats soient rendus publics auprès d'une plus large communauté afin que ceux-ci soient examinés et pour encourager des expériences indépendantes. » Et puis, c'est la raison pour laquelle nous envoyons aujourd'hui aux médias un communiqué formulé avec prudence. Notre collègue physicien Alain Aspect disait alors « C'est l'occasion de montrer au grand public comment fonctionne la science ». Malgré toutes ces précautions, l'occasion a été ratée. L'implication médiatique a déstabilisé le système là aussi. Pour une partie des médias, le doute a été changé en certitude sensationnaliste sur le thème « Einstein s'est trompé ». Le mouvement a débordé les scientifiques. Quand finalement il est devenu clair que le résultat du CERN résultait d'une erreur d'expérimentation, ça a été quasiment passé sous silence. Certains des chercheurs impliqués ont vécu l'affaire comme une humiliation. L'annonce a donné lieu à des débordements sensationnels. La réaction salutaire de la communauté scientifique n'a pas vraiment été remarquée. Ceci nous rappelle combien il est dangereux de communiquer prématurément au grand public. Alors, on peut dire qu'il y a une différence majeure entre la question des neutrinos rapides et celle du potentiel cancérigène des OGM. C'est que la première est une question surtout théorique, la deuxième est une question de santé publique, avec des enjeux considérables pour la santé, mais aussi pour des flux financiers. J'aimerais argumenter que ça justifie justement d'avoir des arguments encore plus affûtés et encore plus solides, sous peine de rendre les débats encore plus passionnels. Mais l'affûtage des arguments scientifiques et la discussion sur le fond, nous n'en avons rien vu. En revanche, on a vu des couvertures sensationnelles, on a vu, désolé j'ai été choqué aussi, des photos de tumeurs parlant directement aux émotions, et puis l'impression que les scientifiques sont incapables de parler directement, de parler entre eux, puisqu'ils en viennent à communiquer par la presse interposée. Nous avons vu deux pétitions contraires, l'une signée par des scientifiques a priori respectables, je crois que mon voisin en faisait partie, sur le site du CNRS, l'autre dans Le Monde, signée par d'autres scientifiques respectables. Honnêtement, je ne comprends pas comment on peut faire ça, la façon dont ça a été formulé. Sur la pétition CNRS, il y a une attaque sur l'idéologie des personnes qui sont le camp opposé, au lieu de s'attaquer simplement aux arguments scientifiques. Et puis dans Le Monde, aucun cas n'est fait de l'étude du HCB, pas d'argumentaire, pas de réponse. On a vu des batailles de chiffres, ma pétition a recueilli tant de signataires, la mienne en a eu tant. À ma grande horreur, dans chacune des listes, je retrouve des amis que j'estime beaucoup. Et je ne trouve pas d'excuses, franchement, aux membres des différents bords dans ce débat. On n'a pas le droit d'utiliser de mauvaises pratiques pour combattre de mauvaises pratiques. Je finis avec ma casquette de citoyen, indépendant de mes convictions personnelles. Je vois une autre conséquence qui, à titre personnel, me pose souci. C'est que le caractère spectaculaire de l'étude et de l'annonce a focalisé le débat sur la question du pouvoir cancérigène des OGM, au détriment de tous les autres éléments sociaux, économiques, éthiques, qui méritent qu'on les aborde extrêmement sérieusement dans le débat sur les OGM. Je vous remercie.